Bonsoir, chers collègues du port autonome de Cotonou. Merci de vous connecter. Bonsoir, monsieur le directeur commercial et marketing. Bonsoir à tous nos invités qui ont pu se connecter donc à ce webinaire pour nous accompagner ou encore pour vous informer davantage sur la profession des gens de mer. Et ce webinaire s'inscrit tout simplement dans le cadre de la Journée mondiale des gens de mer célébrée le 25 juin. C'était hier, mais le port autonome de Cotonou a voulu quand même marquer l'événement, mettre un accent particulier sur ces personnes-là qui font le port, grâce à qui le port est toujours en perpétuel avancement. Le port fonctionne tout simplement. C'est important donc pour nous aujourd'hui de leur faire cet hommage, de leur rendre cet hommage. Et ce sera à travers un programme très court, mais très bien établi et très fourni également. Nous aurons donc une communication sur les gens de mer. Vous entendrez dans les prochaines minutes le chef service pilotage des navires du port autonome de Cotonou sur les gens de mer. Que font-ils en réalité? Quelles difficultés ou comment ça se passe réellement dans leur profession? Il nous en dira davantage dans les prochaines minutes. Suivra le commandant Charles Bennett Fayomi qui nous entretiendra sur le transport maritime entre aventure et aléa. C'est tout simplement pour vous raconter un peu comment ça se passe lorsque le navire doit quitter un point A pour un point B, tout ce qu'il rencontre en mer. Ça, on ne sait vraiment pas comment ça se passe. Nous retrouvons tout simplement des boîtes de conserve dans nos magasins que nous allons nous approvisionner, mais en réalité, comment ça se fait? Qui et qui en prennent soin pour que nous puissions les recevoir? Et en troisième partie, nous suivrons Monsieur Richard Akani-Ediko sur la contribution des gens de mer en général et ceux du port autonome de Cotonou en particulier sur la protection du milieu marin. C'est cette communication parce qu'en réalité, cette année, l'Organisation mondiale, ou plutôt, j'allais dire tout simplement l'OMI, nous indique donc, nous invite à nous pencher sur les gens de mer pour nous aider à contribuer à la protection du milieu marin. Vous le savez, aujourd'hui, plus aucun projet ou plus aucun développement ne peut se faire sans l'environnement, sans la protection de notre environnement tout simplement. Et le milieu marin est un aspect particulier car il y a beaucoup de biodiversité également dans cette zone qu'il faut prioriser. Mais avant de faire place à tous nos communicateurs ce soir, je voudrais laisser la parole au directeur commercial et marketing, M. Christophe Van den Baden, pour un mot d'ouverture. DCM, vous avez la parole. Merci beaucoup, Brunel, et merci pour cette gentille introduction. Et franchement, tu as raconté la plupart des choses déjà, donc je ne vais pas tarder trop pour laisser les intervenants à démarrer leur exposition parce que nous avons le but, effectivement, de pouvoir boucler dans 1 heure de temps ce petit webinaire. Mais comme tu as correctement dit, le port autonome de Cotonou veut aussi confirmer sa gratitude aux gens de la mer. Parce qu'effectivement, sans les gens de mer, il n'y a pas de port, il n'y a pas des activités, etc. Donc, pour utiliser les mots du DG ce matin, quand il a rencontré avec les équipes du station de remorquage, pilotage et l'aménage, sans ces activités, il n'y a pas un port. C'est le cœur de notre métier, c'est le cœur de l'importance d'un port. Et donc, c'est à cet égard qu'on a tenu, on a considéré que c'est bien important de remarquer ce fait, de fêter en fait cette journée mondiale et pour donner la parole à ceux qui sont dans le métier aujourd'hui. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous introduis à nos intervenants comme Brunel a déjà fait. Et je suis très curieux pour écouter à tout ce qu'ils ont à élaborer sur les sujets qui m'intéressent de fort. Donc, merci beaucoup. À la fin de la séance, je pense qu'on a prévu une petite séance de questions et réponses, s'il y en a.
Mais sans plus tarder, je donne la parole au premier intervenant, qui est le commandant José Sereki, le capitaine José Sereki, avec la première communication. Merci beaucoup. Monsieur Sereki, à vous la parole. Vous pouvez activer votre micro. Je pense que c'est votre micro. Il faut chercher et activer. Oui, c'est bon. Merci, BCM, pour cette introduction. Et comme vous l'avez su le dire, le directeur général du port autonome de Cotonou, M. Joristis, ne rate aucune occasion pour mettre en valeur et saluer la vitalité et la qualité du travail que les gens de mer font au port autonome de Cotonou. Et ce webinaire, d'ailleurs, qu'il a autorisé, en est une preuve. Donc, c'est une première dans l'histoire du port que cela se passe. Nous le remercions d'emblée pour ça. Nous remercions aussi les autorités politico-administratives à divers niveaux qui accompagnent les gens de mer tous les jours. L'année dernière, le directeur des opérations, M. Damien Houssin, et le commandant de port, M. Charles Fayouni, ici avec nous, avaient été favorables à l'idée d'organiser un cocktail entre les marins du port de Cotonou. Et cela a été une belle occasion. C'était une première aussi. Donc, je voudrais aussi remercier le directeur de la marine marchande, devenu DAMPF, pour son accompagnement permanent à la carrière des marins béninois, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je voudrais aussi remercier les gérants du foyer des marins, qu'on appelle la Stella Maris à Papa Cotonou, pour leurs efforts dans le sens de l'épanouissement des marins en général. Ils ont l'habitude d'organiser une messe d'action de grâce à l'intention des marins chaque année au niveau de l'hôtel Stella Maris à Papa. J'ai eu l'honneur d'être avec eux l'année dernière suite à leur invitation. C'était un très bon moment de partage entre tous les groupes de marins. Donc, pour commencer, je vais vous parler de quelques citations. La première est apocryphe parce qu'elle est d'abord attribuée à Platon, ensuite à Socrate et puis à Aristote. Ça dit quoi? Qu'il y a 3 types d'hommes: les vivants, les morts et les marins. En effet, ce qu'il faut retenir de ce genre de citation choc, c'est la fragilité de l'être humain en mer qui fait beaucoup réfléchir. Sinon, l'un des 7 sages de l'Antiquité, nommé Anacharsis, avait dit, je cite, « Mais d'abord, ceux qui sont sur la mer, dans quelle catégorie les rangez-vous » Donc, ces citations mettent en exergue la particularité des métiers de la mer, parce qu'on le sait tous, la mer est dangereuse, la mer est risquée, c'est des aventures dont on n'est carrément jamais sûr de l'issue, sauf les marins qui adorent le risque. Donc, je vais définir ce que nous appelons gens de mer. C'est tous ceux dont le métier est de naviguer, mais par extrapolation, on appelle gens de mer tout homme à terre ou en mer ayant un lien particulier avec la vie maritime. La journée que nous célébrons aujourd'hui, qui est celle des gens de mer, a été proclamée dans une résolution adoptée par la conférence diplomatique qui s'était tenue en 2010 à Manille, aux Philippines, pour adopter le texte révisé de la Convention internationale que nous appelons STCW. Donc, cette journée était à l'origine destinée à célébrer les marins marchands. Donc, les marins marchands dont je fais partie, c'est ceux-là qui s'occupent de la navigation maritime, du transport des marchandises et des passagers à travers nos océans. Donc, c'était une journée pour reconnaître le rôle sans pareil que cela joue dans le monde entier, parce qu'on le sait, 70% de la surface du globe est couverte d'océans, 90% des échanges commerciaux se font par la mer. Donc, quand vous regardez autour de vous, à l'instant même où nous parlons, peut-être 80% de ce que vous voyez a dû transiter par la mer.
Donc, pour détailler un peu ce que nous mettons dans cette définition des gens de mer, comme je viens de le dire, les marins marchands, bon, c'est les plus connus et la journée à l'origine, c'était à eux. Mais il n'y a pas que eux. C'est pourquoi on n'a pas dit journée des marins, on a dit journée des gens de mer. Il y a beaucoup d'autres métiers qui consistent à traiter avec la mer, avec les marchandises, avec le transport maritime, avec les bateaux, sans être issus d'une école de formation maritime. Donc, je peux citer le capitaine du bateau. Généralement, les gens assimilent le bateau à son capitaine. Il n'est pas le seul à bord. C'est vrai qu'il est le patron, il est le boss, mais c'est toute une équipe que nous appelons équipage qui assure la fuite et la sécurité du navire. Donc, il est assisté par son second, qu'on appelle le second capitaine. Il y a des officiers qui sont des lieutenants, qui sont classifiés par expérience. Donc, il y a des matelots qui travaillent sous la supervision des officiers. Et il y a ceux qui s'occupent de la restauration. Je peux parler des cuisiniers, des hôtesses, puisque le bateau, c'est un lieu de vie. Donc, il faut des gens pour s'occuper de tout ça. Il y a aussi ces gens-là qui sont comme des auxiliaires des marins marchands, mais dont nous ne pouvons pas nous passer. Quand vous prenez par exemple un paquebot de croisière qui transporte 8000 hommes, il faut des commissaires de bord pour s'occuper de la sécurité des personnes à bord parce que le commandant du navire et son équipage ne peuvent pas s'occuper de tout ce monde-là, même s'ils sont beaucoup. La navigation maritime est leur principal métier. Donc, il y a des médecins à bord donc, qui s'occupent de la santé de ces âmes qui sont à bord. Il y a des magasiniers qui ne sont pas nécessairement des marins marchands, mais dont le rôle à bord n'est pas négligeable parce que quand vous transportez tout ce que je viens de dire là, vous avez besoin de stocker des vivres, stocker voilà, pas mal de choses. Donc, en plus des marins marchands, nous avons les marins pêcheurs. Nous aimons bien manger le poisson, mais c'est des gens qui prennent des risques tous les jours, qui vont en mer, qui affrontent tout pour nous ramener du poisson. Donc, il y a des marins qui font la pêche artisanale et ceux qui font la pêche industrielle. Chez nous, ici, c'est plutôt ceux qui font la pêche artisanale qui sont les mieux connus parce que nous ne sommes pas encore au niveau de la pêche industrielle qui demande beaucoup plus de moyens que nos pays n'ont pas encore. Mais c'est une fête mondiale et on sait très bien qu'il y a des chalutiers, il y a pas mal de navires qui s'occupent de ça et qui ramènent les produits de leur pêche dans tous les pays, ce qui permet même à des pays de l'intérieur qui n'ont pas d'accès à la mer de pouvoir consommer du poisson. Nous avons les marins militaires, dont un de leurs boss est avec nous dans ce webinaire, donc qui font partie de l'armée régulière nationale, mais qui sont là pour assurer la sûreté, la sécurité. Donc, en plus de ça, nous avons d'autres groupes de travailleurs donc, nous avons d'autres groupes de travailleurs, par exemple, à l'offshore, à l'industrie pétrolière de l'offshore. Nous avons des gens qui ont des formations en transport et logistique, qui sont installés sur des plateformes, des pages, pour gérer la logistique qui permet d'exploiter le pétrole à l'offshore et ravitailler les citernes qui sont généralement dans des ports ou des bateaux, de gros bateaux qui sont remplis de ces produits pétroliers pour le raffinage. Donc, en plus de ça, nous avons aussi des curieux, ceux qui font des expéditions maritimes, des chercheurs qui vont très, très loin en mer pour aller faire des recherches, faire avancer la science et les progrès techniques. Donc, en plus de ça, il y a des gens qui, du fait de leur métier ou de leur situation géographique, sont appelés à voyager régulièrement par la mer. Donc, quand vous prenez des pays comme les Philippines qui sont constitués de milliers d'îles ou les îles Seychelles, donc
Donc là, les gens sont obligés de voyager en permanence par bateau. Ça aussi, ceux-là aussi font partie de ceux qui sont concernés par cette fête-là. Maintenant, quand nous venons au niveau des ports, il y a des anciens marins qui se spécialisent dans des activités qui font la vie du port. Donc, quand nous prenons le cas du port de Cotonou, nous avons les pilotes, dont moi-même, nous avons les capitaines de remorqueurs et leurs équipages, parce que le remorqueur, c'est toute une équipe, c'est un bateau comme les grands bateaux dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est toute une équipe qui est là, qui assure le fonctionnement et les activités auxquelles le remorqueur est appelé. Donc, il y a aussi des matelots, des officiers mécaniciens, des graisseurs et probablement des gourmets pour assurer tout le monde à bord. Donc, nous avons aussi de petites unités comme des vedettes que nous appelons pilotines qui transportent le pilote du port vers la mer, vers les navires qu'il doit faire entrer ou l'inverse, quand il a fait sortir le bateau et qu'il doit revenir dans le port. Donc, nous avons aussi des embarcations d'amarrage dans certains ports. Bon, dans notre port, on n'en a pas, mais dans certains ports, pour faire l'amarrage des navires, il faut que des gens soient sur certaines embarcations pour prendre les amarres et les envoyer sur les bollards à terre. Nous avons les officiers de port qui sont d'importants supports pour les pilotes, pour le commandant du port, dans l'organisation des activités. Donc, eux, ils sont les points focaux des activités maritimes parce que les consignataires, les armateurs, tous ceux qui ont besoin de se connecter au management de la capitainerie passent par les officiers du port. Donc, nous avons des lamaneurs qui s'occupent de l'amarrage et du désamarrage des navires. Nous avons les agents maritimes qui sont des représentants des armateurs. Donc, c'est eux qui s'occupent de la gestion administrative des escales des navires. Donc, quand un navire arrive dans nos eaux, il ne connaît personne ici, il ne maîtrise pas l'administration, alors qu'il y a toute une série de procédures administratives à mener pour assurer son escale. Donc, ce sont les agents maritimes qui s'occupent de faire cette liaison-là. Donc, tous les problèmes du navire sont posés à l'agent maritime qui sait vers quelle administration s'orienter pour les régler. Donc, voilà de façon ramassée ce que nous appelons gens de mer. Donc, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est un métier qui a beaucoup de particularités, le métier de gens de mer. Je vais citer quelques-unes de ces particularités-là. Un marin s'éloigne de sa famille, de ses amis, de ses proches. Et ça, c'est déjà une épreuve. Donc, les traversées durent des semaines. Aujourd'hui, les traversées sont beaucoup plus rapides. Je ne dirais pas plusieurs mois, mais ça dure des semaines. Le contrat que le marin signe pour embarquer, c'est un contrat extrêmement contraignant. C'est des types de contrats dans lesquels on voit des expressions qu'on verrait plutôt dans des testaments. Genre, voilà, si ce voyage pour lequel je pars, si je ne reviens pas, fais ceci de ce que j'aurais gagné, fais ceci, fais ça, voilà les personnes qu'il faut contacter et tout. Donc, quand ils signent ce genre de contrat pour partir en aventure, c'est déjà une pression psychologique importante. Le métier des gens de mer, en général, c'est un métier qui ne connaît pas de la journée, la nuit, le soleil, la pluie, le beau temps, le mauvais temps, les jours fériés, les jours de fête. Donc, les marins travaillent tous ces jours-là. Donc, ils sont aussi dans un milieu très étroit parce que le bateau, c'est une partie pour les locaux d'habitation. Mais la plus grande partie, c'est pour les marchandises ou les passagers, dans le cas des paquebots de croisière. Donc, on vit dans un milieu très étroit, chacun a bel et bien sa cabine, mais ça ne suffit pas. L'être humain aime beaucoup bouger. Chacun de nous a déjà parcouru des distances aujourd'hui entre son lieu de travail et son lieu de vie. Pour un marin, ce n'est pas possible. Donc, tout se passe sur le même bateau où il y a tout le monde. Donc, c'est un équipage d'une vingtaine de personnes dans la plupart des cas qui se retrouvent
comme confinés dans un espace où il faut gérer les humeurs des uns et des autres. Donc, parfois, ça ne se passe pas exactement comme on l'aurait souhaité. Donc, les traversées océaniques sont parfois périlleuses parce que voilà, le temps est beau. Le bateau ne bouge pas, mais une fois en mer, le commandant du port vous en dira plus tout à l'heure dans sa thématique. Donc, il y a des risques exceptionnels d'accidents de travail à bord et des risques de décès aussi. Il y a des endroits où pour aller, il faut prendre des précautions particulières, notamment, par exemple, quand je prends le cas des espaces clos, c'est des espaces où il ne faut pas aller comme ça, il faut de l'aération d'abord et toute une procédure qui est mise en place que quand on ne respecte pas, on finit par regretter. Donc, le regret, ça se passe souvent dans l'au-delà. Donc, il y a des risques de chute, des risques de perte. Il y a pas mal de risques qui sont liés à la vie même à bord du navire. Donc, nous sommes aussi contraints de respecter un nombre élevé de codes, de conventions, en tout cas de tests, de lois, de règlements de plusieurs pays. Donc, il faut rapidement s'adapter à ces tests-là. Donc, nous sommes à bord pour nous adapter, pour respecter, faire respecter ces tests-là. Nous sommes aussi obligés de protéger l'environnement marin. Donc, moi, on m'a déjà posé la question plusieurs fois de savoir, bon, les restes de vos aliments, les déchets que vous produisez à bord de la vie, est-ce que vous les balancez dans l'océan? Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est notre milieu de vie. Il y en a même des marins qui passent plus de temps en mer qu'à terre. Et quand c'est comme ça, on sait qu'il faut respecter l'environnement, même s'il n'y avait pas de test qui l'impose. Monsieur Akani Richard vous en dira plus tout à l'heure. Il vous parlera des conventions que nous sommes obligés de respecter et de faire respecter en mer. Le marin, c'est aussi l'obligation de résultat. Donc, quand on te confie un bateau dans un port avec une quantité de marchandises donnée, tu te débrouilles pour le ramener à bon port, à bonne date et intégralement. Donc, je passe maintenant aux bonnes raisons de faire les métiers des gens de mer. C'est des métiers souvent remplis de challenges, puisque rien n'est gagné à l'avance. La même activité qui se reproduit, le contexte peut être totalement différent. Et puis, il faut toujours garder la concentration au top pour y arriver. Généralement, c'est des métiers de passion parce que la probabilité est très faible de s'ennuyer et de dire oui, ben, c'est la même chose que j'ai fait hier, que je vais reproduire aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, tu reprends aujourd'hui, ça peut partir dans une autre direction. Donc, il y a aussi cette fierté d'appartenance à un groupe très restreint, très spécial. Les émotions sont renouvelées, notamment pour les retrouvailles. Donc, chaque fois que tu pars pour des mois, tu reviens voir la famille, les amis, c'est beaucoup d'émotions que ça dégage. Et le départ aussi, c'est comme ça, c'est des séparations, c'est douloureuse, mais nécessaire. Donc, il faut trouver les arguments pour réconforter la famille, les êtres chers en général. Donc, il y a aussi le fait que la rémunération est relativement intéressante et motivante. Donc, je vais finir cette partie par les bonnes raisons de célébrer une telle journée. Et comme vous l'avez vu, ce sont des personnes engagées dans des activités vitales pour la planète entière. Donc, pour les détails de nos quotidiens, on se rend compte que sans les marins, tout ça n'aurait pas eu lieu. Donc, et comme l'a dit le directeur général ce matin, lorsqu'il nous a rencontrés, ce sont les gens de mer qui font le port. Sans bateau, il n'y a pas de port. Donc, sans bateau, on ne recevrait jamais tous ces matériaux, tous ces articles, tous ces aliments dont nous avons besoin rien que pour vivre. Quand je prends la pêche, plus d'1 milliard d'individus sur la planète vivent exclusivement de la pêche. 1 milliard sur 8, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, je vais conclure mon intervention par une idée de Philippe Plisson qui dit « La mer touche au plus profond de l'homme. Quand la lumière du soleil n'est-elle pas le miroir de l'âme humaine ?» Merci de m'avoir suivi.
Merci beaucoup, Monsieur Seriki, d'être surtout resté dans le temps. Merci pour cette présentation très détaillée de ce que vous faites, de tout ce qui renferme en réalité l'expression gens de mer et également les difficultés, quelques-unes que vous avez élaborées, hein, que vous avez citées tout à l'heure, mais surtout cette profession de passion que je suis sûre est pratiquée donc avec beaucoup d'entrain malgré les difficultés dont vous avez parlé tout à l'heure. Et je voudrais rappeler donc que la journée des gens de mer a été proclamée dans une résolution adoptée par la conférence diplomatique qui s'est tenue en 2010 à Manille. Et cette journée, comme je vous le disais, a pour objectif de relever le rôle des gens de mer, mais également de mettre un accent, d'attirer l'attention sur les problèmes qui affectent le travail et la vie des gens de mer, comme le piratage, les problèmes qu'a cité tout à l'heure notre communicateur. Avant de donner la parole à notre prochain communicateur, je voudrais rappeler à nos partenaires qui sont de la presse ou bien même à tous les participants ici présents. Je note que nous sommes 48 actuellement. Je voudrais remercier donc tous ceux qui sont là. Que si vous avez des préoccupations, vous pouvez les intégrer ou les noter dans le chat. Nous allons y répondre dans les prochaines minutes. Donc, ne vous inquiétez pas. Et donc, le transport maritime entre aventure et aléa. C'est une communication qui va se tenir en 20 minutes aussi et qui sera, disons, conduite parce que nous aurons l'intervention dans cette communication du docteur Jean-Manis Kodja et du commandant de la base navale de Cotonou, Franck Saïzonou, qui sera conduite par Charles Bennett Fayomi, le commandant du port de Cotonou. Je voudrais donc m'assurer qu'il est avec nous et lui donner la parole. Commandant? Bonjour. Bonjour Brunel, je suis bien présent parmi vous. Très bien. Bonjour à tous les participants également. Votre caméra, très bien. Votre caméra est activée à présent. Vous pouvez y aller, je vais vous aider en vous guidant dans le temps, dans le chat. Donc, ayez un regard sur le chat pour voir combien de temps il vous reste. Merci, commandant. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas être très long. J'espère être concis et donner le maximum d'informations à toutes les personnes désireuses d'en savoir un peu plus sur le domaine de la mer et sur le métier de marin de façon plus spécifique. Est-ce que vous me voyez, madame? Parce que j'ai l'impression que je ne me vois pas moi-même. Alors, non, on ne vous voit pas. C'est vrai. On ne vous voit pas. Est-ce que votre caméra est activée, disons, au niveau de l'écran de votre ordinateur? Oui, c'est ça. Je vous ai vu tout à l'heure, oui. Est-ce que c'est toujours fermé, hein? J'ai l'impression que c'est toujours fermé. Commandant, vous êtes là? Peut-être quelques... OK, très bien. On vous voit maintenant parfaitement. Ouais, petit souci de... Voilà, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, merci. Donc, je souhaitais la bienvenue, bonne fête à tous mes camarades marins ici présents. Je vais d'abord remercier un petit peu le port autonome de Cotonou à travers sa direction commerciale qui a initié cette célébration avec des thèmes, des discussions, des débats et des choses assez inédites. On essayait de faire ça par les autres années en comité réduit, comme l'a souligné mon collègue, le commandant Seriki. Là, on a une dimension un peu plus ouverte qui va amener la lumière et les phares sur nos problématiques et sur des choses intéressantes qu'on aimerait faire passer à la jeune génération ou aux nombreux intervenants qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup au directeur commercial et marketing, à toute son équipe et également au port autonome qui nous accompagne. J'aimerais également remercier toute l'administration qui est au-dessus de nous, l'administration maritime, donc le ministère qui est devenu maintenant qui est passé sous le cadre de vie, ainsi que notre direction de tutelle, la DAPMF, qui est à nos côtés au quotidien. Ce week-end même, je peux témoigner que j'ai eu son appui pour gérer des situations d'urgence. Donc, je les remercie et je souhaite vivement
que tous ceux qui nous écoutent sachent qu'on a vraiment besoin d'avoir une marine marchande étoffée avec des gens qui s'y connaissent dans le domaine, qui ont de l'expérience pour nous donner plus de poids dans les décisions qui vont être prises et dans le fait de faire connaître notre métier. Donc, c'est vraiment important. Et pour moi, cette journée, ce que ça m'inspire le plus, c'est de susciter la vocation autour de moi pour que les gens s'intéressent davantage au métier de la mer et spécifiquement à tout ce qu'on peut y faire une fois qu'on décide de se reconvertir à terme. Bon, maintenant, ceci étant dit, le transport maritime entre aventure et aléa. Ça me fait penser à une chose particulière, c'est que le marin doit être pluridisciplinaire. Parce que ce qu'on appelle l'entreprise de transport maritime demande de bout en bout d'avoir à gérer un ensemble d'éléments tellement complexes dans des domaines diamétralement opposés, mais qu'il faut absolument qu'il maîtrise pour pouvoir réussir son entreprise de transport maritime. Je m'explique. On va prendre un cas d'école, hein. On va prendre un chargement d'une marchandise A vers un port donné pour une destination. Il va y avoir plusieurs étapes qui vont se passer. Il y a d'abord, vous êtes d'accord avec moi, une étape de chargement de la marchandise. Et bien, pendant le chargement de la marchandise sur un navire, le commandant du navire et donc tout son équipage, hein, je vais les rassembler sous la houlette des marins, il doit avoir des notions scientifiques pointues dans les domaines de la stabilité. Parce qu'on ne charge pas un navire n'importe comment. On ne pose pas des conteneurs de différentes tailles, de différents types de marchandises. On ne les pose pas n'importe comment sur un navire. Il en va de même pour les marchandises liquides. On ne va pas remplir un navire qui transporte des hydrocarbures n'importe comment. Et encore, c'est d'autant plus vrai pour les marchandises qui chargent ce qu'on appelle en vrac, donc en divers, avec une cale ouverte et on pose simplement des marchandises à l'intérieur. Donc, ça va demander de la part du commandant de navire et son équipage des notions de stabilité, qui sont des notions scientifiques. Il va devoir apprendre à disposer des poids, des charges, de façon à respecter des critères pour qu'une fois que le navire prend la mer, il puisse naviguer en toute sécurité. Donc, on met déjà dans la besace, il faut avoir des compétences scientifiques, notamment en mathématiques. Également, il faut qu'il puisse gérer la sécurité, parce que durant son escale, vous allez avoir une foule de gens qui vont monter sur un navire, qui vont débarquer, vous allez avoir des intervenants techniques, vous allez avoir des techniciens, vous allez avoir le manutentionnaire, donc c'est-à-dire celui qui a la charge de lever et de mettre à bord ces marchandises. Tous ces gens-là, il va devoir assurer leur sécurité, parce qu'une fois qu'ils entrent à bord du navire, ils sont sous sa responsabilité. Son équipage également va subir des risques de sécurité du fait qu'il y a beaucoup d'activités en peu de temps qui vont se dérouler. Donc, il va devoir gérer la sécurité. Il va où ils vont. Quand je dis il va, je parle du commandant du navire, mais évidemment de son équipage. Donc, les marins à bord doivent savoir comment on gère la sécurité et par extension la sûreté maritime. On va plus loin. Toujours pendant le chargement, il faut avoir des notions de gestion administrative parce qu'un navire va être checké, va être vérifié par beaucoup d'autorités. Vous allez avoir la police, la douane, les services portuaires et un ensemble d'autorités administratives qui vont s'assurer. Je parle également de ce qu'on appelle le contrôle par l'État du pavillon qui va être fait par la direction de la marine marchande. Donc, il y a beaucoup d'autorités administratives qui vont arriver à bord pour s'assurer que le navire est en état de navigabilité, que le navire a tous ses certificats, que le navire ne représente pas un risque pour l'État et également pour le milieu marin. Donc, ça demande une organisation vraiment importante de l'équipage pour déléguer les tâches, pour gérer les certificats, ce qu'il faut renouveler, pour les programmer à l'avance, pour recevoir les gens, voilà. Donc, il y a des compétences que vous voyez là, administratives, qui sont importantes parce qu'en un laps de temps, vous devez abattre pas mal de choses. Donc, on a dit maths, administration, sécurité, sûreté. Ça commence déjà à faire des
des têtes bien pleines. Ensuite, vous allez avoir, une fois que le navire a terminé de charger, on décide de prendre la mer. Pour prendre la mer, il faudra maintenant que le commandant du navire et son équipage réussissent à extraire un bateau qui a une dimension, je ne sais pas si tous les participants certainement ont déjà fait un tour dans un port, les dimensions des navires modernes de nos jours n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a connu il y a même 10 ans. Il y a 20 ans, on avait des navires 2 fois plus petits, 2 fois moins lourds, 2 fois moins profonds et 2 fois moins larges. Donc, les dimensions ont simplement doublé, mais les ports ont conservé la même taille. Donc, quand je dis extraire, c'est vraiment le mot. Il va falloir extraire un bâtiment géant, immense, dans une installation portuaire qui est relativement petite. Donc, ça demande des compétences manœuvrières, des capacités manœuvrières. Et ça, c'est vraiment le propre des métiers de la marine et de la navigation. Je veux parler des pilotes en général. Ce sont des choses qu'on ne trouve que chez les marins. Pouvoir piloter, pouvoir conduire des bâtiments de cette envergure, c'est vraiment des compétences uniques. Et ce qui prennent beaucoup de temps, les maths, ça s'apprend facilement, ça demande la répétition, l'entraînement, mais les compétences manœuvrières, on les a ou on les a pas. Et même quand on les travaille, qu'on les a pas, elles viennent pas. Donc, c'est des choses qui sont spécifiques aux marins, qui sont très intéressantes et qui sont très pointues. On continue, on imagine que pour sortir un bateau, il faut des compétences techniques, mais également, il faut des compétences de travail d'équipe. Il faut savoir faire concorder beaucoup de personnalités différentes, beaucoup de talents différents. Il faut arriver à les mettre ensemble pour travailler dans le même sens, dans la même direction pour réaliser la manœuvre en question. Donc, la gestion du travail en équipe, pour un marin, c'est essentiel et c'est quelque chose qu'il sait faire. Donc, c'est des compétences qu'il doit également acquérir et qu'il a une fois qu'il est officier ou qu'il monte dans les grades à bord. Le navire réussit à sortir du port, il prend la mer, il navigue avec sa cargaison, avec ses certificats vers sa nouvelle destination. Et donc, il doit gérer ce qu'on appelle la traversée océanique. Alors, la traversée océanique, c'est le lieu vraiment où s'expriment les qualités humaines, en fait, du marin. Les qualités humaines parce que vous vous retrouvez sur quelque chose qui a, on va dire, la taille, vous êtes à 25 personnes sur une surface, on va dire, d'une maison. 25 personnes, ça veut dire peut-être 10 nationalités différentes, donc 10 sensibilités différentes. Et vous devez cohabiter, vous réveiller tous les matins, loin de vos familles, et vous devez accomplir quand même le job, que ce soit jour férié, week-end et j'en passe. Donc, ça demande quand même des capacités de travail d'équipe, comme je l'avais dit, mais également de management en ressources humaines. Pour le commandant d'un navire, il va devoir apprendre à gérer différentes nationalités, des gens qui ont peut-être des soucis à la maison, donc il va devoir apprendre à leur faire travailler tous ensemble dans la bonne humeur, malgré les péripéties, malgré beaucoup de choses qui peuvent arriver. Également, on vient d'ajouter une compétence à la besace de nos marins. La prochaine compétence, et là je vais laisser le docteur s'exprimer, c'est la compétence sanitaire. C'est-à-dire que là, on est dans un environnement où il y a des risques psychosociaux et également des risques pour la sécurité, la vie humaine qui interviennent. Et ces marins-là sont exposés à tous ces risques, et bien, ils doivent apprendre à gérer les plus urgents. Donc, je vais laisser le docteur Kodja nous parler un peu de tout ce qui est sanitaire avant de continuer mon développement. Merci. Merci beaucoup, commandant, et bonsoir à tous. Et je pense que c'est très important de parler de la Journée mondiale des gens de mer, parce que parfois, on a l'impression à oublier les gens de mer, alors qu'ils sont d'une grande importance en ce qui concerne la vie des marins aujourd'hui doit être considérée au premier plan
parce qu'il y a beaucoup de maladies en milieu marin qu'on ignore de nos jours. Et c'est de là que la médecine maritime a un rôle très important à jouer, car la médecine maritime est sans doute une spécialité qui permet de poser le diagnostic et d'apporter le traitement de toutes les maladies découvertes à bord des navires et dans le milieu marin. Alors, nous devons savoir que les premiers risques auxquels sont exposés les marins de nos jours, c'est d'abord la particularité qu'ils traversent en étant dans une vie embarquée. Il y a sans doute l'isolement, l'éloignement et le travail qu'ils exécutent à bord des navires. C'est très important de le notifier parce que si nous parlons de l'isolement, nous devons savoir de l'éloignement. Il y a l'éloignement physique qui est très important que nous devons signaler parce que le marin, il laisse sa famille, il est embarqué, il n'a plus vraiment de rapport particulier avec ses amis qu'il avait à terre. Il se retrouve seul avec ses coéquipiers. Il a ce risque psychosocial qu'il commence par développer parce qu'il s'est retiré de tout le monde. Il y a la pression psychologique en milieu professionnel, c'est-à-dire en pleine mer, qu'il commence par développer parce que loin de la famille, des amis et de la société, ce n'est pas facile. Il y a l'isolement que nous pouvons caractériser aussi parce qu'il est en milieu clos et l'équipage est restreint. Il y a peu de sorties en escale. Il y a beaucoup de nuisances à bord des navires, comme les bruits, les vibrations auxquelles sont exposés les marins. Il y a également, comme on le dit, peu de contacts. Il y a parfois les amis avec lesquels ils sont à bord des navires qui ne sont peut-être pas du même bord, de la même mentalité, qui n'ont pas la même mentalité, donc il doit faire avec parce qu'il est déjà en milieu marin, il est en milieu clos, il ne peut pas faire autrement. Alors, à part l'isolement, à part l'éloignement, nous avons parlé également du travail qu'il mène. Il y a le commandant Seriki qui a parlé tout à l'heure des différentes catégories des marins, où il y a les marins de commerce, les marins pêcheurs, les marins côtiers, les marins militaires. En tenant compte de chaque activité des marins, il y a également la spécificité par rapport à la hiérarchie et aussi les pressions psychologiques que ceux-là peuvent avoir en fonction de l'activité qu'ils mènent, de leur catégorie. Alors, pour aller plus vite, il y a l'hygiène à bord du navire qui est très importante aujourd'hui et il y a des certificats que les bateaux, les navires doivent avoir en ce qui concerne l'hygiène à bord. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais il y a l'eau à bord, il y a la nourriture à bord, il y a la lutte contre la dératisation, la désinsectisation. Tout cela est très important à prendre en compte. Les marins sont en milieu clos, isolés. Nous devons savoir qu'ils doivent avoir les premiers gestes de secours. Tous les marins, en tant que marins, ils doivent faire des formations de gestes de premier secours et de gestion des détresses vitales. Donc, cette formation doit se faire recycler de façon périodique pour permettre aux marins de vraiment faire face à ces difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés parce qu'il y a des trousses médicales à bord, mais on doit vraiment les former afin qu'ils soient aptes à pouvoir régler les problèmes en cas de difficulté. Il y a ce qu'on appelle le TMAS, et c'est une télémédecine assistance service que les marins, lorsqu'ils sont en milieu clos, ils ont un contact avec des structures, des médecins qui sont à quai et qui sont en mesure de leur donner les directives à mettre en pratique pour pouvoir régler un problème de santé à bord. Si vous visitez les grands navires, il y a des pharmacies à bord, il y a un petit service médical avec le nécessaire, les défibrillateurs, tout ce qu'il faut. Nous avons eu la chance de vérifier, de visiter ces genres d'équipements à bord des navires. Et c'est très important de signaler effectivement qu'il y a beaucoup de maladies infectieuses qu'on peut avoir en dehors de tout ce qui est affection psychologique. On a des maladies infectieuses bactériennes. Le paludisme en premier, pour ceux qui sillonnent le long des côtes africaines, il y a beaucoup de paludisme qu'on peut enregistrer. Il y a pas mal de maladies bactériennes et aussi les parasitoses qu'on peut avoir à bord des navires. Et également, nous devons signaler qu'il y a la noopathie. Il y a
en d'autres termes, qu'on appelle le mal de mer. La néopathie qui est le mal de mer, nous devons signaler que c'est un syndrome néovégétatif. Si le monsieur il n'est pas habitué, parfois même il y a des marins qui en pleine mer développent la néopathie. Au départ, lorsque la marée commence à monter, ils développent ce genre d'affection. Et là, il faudra vraiment les informer à l'avance et prendre des dispositions pour les accompagner à mieux surmonter ces genres de situations de santé. Et là, nous devons aussi notifier que tout ceci est couronné par l'aptitude médicale à la navigation. On a cité les différents risques auxquels ils sont exposés, les différentes maladies, mais il faudra aussi noter que pour qu'un marin soit apte pour faire face à ces réalités en milieu marin, il faudrait qu'il tienne à jour son aptitude à la navigation. Et quand nous parlons de l'aptitude à la navigation, parfois, ça peut prêter à confusion à une aptitude médicale classique, mais non, une aptitude à la navigation doit prendre en compte une absence de risque pour la personne embarquée, une absence de risque pour les autres, pour le navire en question, et une capacité à remplir ses fonctions dès qu'il est à bord du navire. Donc, il faut noter que tous les marins doivent mettre à jour leur aptitude médicale à la navigation afin de pouvoir vraiment faire face à toutes les difficultés qu'ils rencontrent à bord. Et également, ils doivent avoir leur carnet vaccinal à jour parce qu'il y a beaucoup de microbes, comme nous avons dit. Le marin doit vraiment avoir son carnet vaccinal à jour par rapport à certains vaccins clés qu'on recommande aux marins de faire pour éviter d'être exposés à beaucoup d'autres pathologies. Et voilà un peu de façon ramassée ce que nous pouvons dire par rapport à l'activité des marins et les risques médicaux auxquels les marins sont exposés et comment est-ce qu'il faut les assister pour qu'ils puissent vraiment jouer leur partition pour le bien-être de tous. Merci. Merci beaucoup, docteur. Je vais terminer. Je pense que mademoiselle Brunel doit sauter sur sa chaise au niveau du timing. Merci de nous avoir éclairé sur tout ce qui est prise en charge sanitaire et risques sanitaires et psychosociaux qu'on observe lors du transport maritime. Je vais terminer en disant que une fois que le marin a acquis toutes ses compétences, il y a des choses exceptionnelles qu'il doit gérer et qui demandent beaucoup de talent, beaucoup de discipline et beaucoup d'expérience également. Il va avoir tout ce qui va être situation d'urgence en mer. Ça peut être un feu, ça peut être un homme qui tombe par-dessus bord. Ça peut être également tout ce qu'on va appeler les avaries communes. Les avaries communes, c'est quand pour protéger le navire, il faut jeter des marchandises à la mer. Donc, il faut savoir ce qu'on fait, il faut avoir des connaissances assez poussées dans beaucoup de domaines variés comme la comptabilité, l'informatique, les compétences en langue. Voilà. Donc, toutes ces choses-là sont importantes, sont différentes et sont nécessaires. Ce qui fait que le marin doit avoir une tête bien pleine et bien complète. Je vais finir en laissant la parole au commandant de la base navale pour qu'il nous parle du dernier risque que je n'ai pas évoqué. C'est le risque de piraterie et en général les notions de sûreté maritime. Commandant Saïzonou, bonsoir à vous. Oui, bonsoir, commandant Fayomi. Bonsoir à tous. Je suis vraiment heureux de participer à cet échange qui consacre un peu la journée du droit, la journée des gens de mer. Merci d'avoir invité la base navale et la marine militaire à cette conférence qui est une première et on espère que ce sera toujours pareil les années à venir. Commandant Saïzonou, Oui. on peut vous voir à l'écran. Vous pouvez activer votre caméra. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vais essayer. À côté du son, il y a la vidéo. Ok. Oui.
Oui, donc je voudrais vous remercier déjà d'avoir invité la Marine nationale à cette conférence en ligne, qui est une première, et nous espérons que les années prochaines, ce sera toujours pareil. Euh, Effectivement, il y a des dangers en mer pour tous ceux qui sont marins, et le danger qui nous concerne, nous, en tant que militaires marins, et pour lequel nous sommes appelés à protéger les gens de mer, il y a un danger de piraterie et de brigandage maritime. Les deux notions sont différentes en fonction du lieu où se passent les forfaits en mer. Donc, en deçà des 12 miles, nous parlons de brigandage maritime ou de détournement de navires. Et au-delà des 12 miles, nous parlerons plutôt de la piraterie maritime, qui, en gros, représente un vol à main armée ou un vol à des fins privées. Il y a également une troisième notion que nous n'abordons pas toujours, qui peut se présenter également comme un danger pour les gens de mer, c'est le terrorisme maritime, mais qui se manifeste à des fins politiques ou à des fins de propagande. Heureusement, je dirais que jusque-là, nos côtes au Bénin ne sont pas concernées par ce terrorisme maritime, mais plutôt par la piraterie maritime et le brigandage maritime. Donc, il y a certaines notions que les armateurs ou certaines pratiques que les armateurs doivent développer. Il y a des moyens de défense non létaux qu'ils doivent développer, qu'ils doivent partager, qu'ils doivent promouvoir, qui sont des mesures passives de défense. Donc, vous avez remarqué que souvent, au niveau de certains navires marchands, il y a les poses de barbelés, des fumigènes, des canons à eau, des systèmes de veille performants également qui permettent, des systèmes de veille optique performants qui permettent de détecter des petites embarcations utilisées souvent par des pirates ou par des brigands de mer. Nous avons également la protection par des gardes privés, maintenant qui est en vogue, parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc, il y a certains armateurs qui font recours à des gardes privés, mais il faut noter que cette protection nécessite un bon encadrement légal pour pouvoir déterminer, pour pouvoir mieux encadrer la provenance des armes, les responsabilités, le recrutement des personnels et voilà, savoir comment les armes circulent, savoir si les personnels, les gardes privés sont bien formés, sont bien recrutés, peuvent assurer la protection des gens de mer et non créer une escalade de tension avec les éventuels pirates. Au Bénin en particulier, je dirais que les armateurs peuvent recourir au service d'escorte par les bâtiments de la Marine nationale dans notre espace maritime, comme ce fut le cas, ou bien comme ce fut le cas dans certaines parties du globe, comme le golfe d'Aden, où au pic de la piraterie, tous les navires marchands étaient escortés par des navires militaires de la coalition. Et également, la protection des navires marchands est également assurée par des fusiliers marins. 3 ou 4 personnels fusiliers marins montent à bord des navires une fois que les navires entrent dans notre espace territorial, dans notre mer territoriale. Tout cela est bien évidemment encadré par des textes législatifs du moins. Il y a le décret numéro 2020-270 du 6 mai 2020 qui porte obligation d'une protection armée des navires de commerce à destination des ports du Bénin, en l'occurrence le port de Cotonou, et l'arrêté interministériel qui définit les modalités de son application
qui garantissent une certaine protection aux navires marchands et à leurs équipages. En conclusion, je dirais que le marin militaire est un genre de mer particulier parce que nous sommes régis par un statut différent du statut des gens de mer, mais nous vivons les mêmes sensations en mer, nous avons la même vie en mer puisque nous sommes toujours à bord des navires militaires qui, même s'ils sont un peu différents par les certificats et par les réglementations, la vie, nous partageons le même type de vie. Et nous sommes là pour assurer la protection des navires marchands. C'est notre rôle. Et au Bénin, je pense que nous nous évertuons à le faire en dépit de nos moyens opérationnels. Mais de toutes les façons, depuis un certain temps, nous avons remarqué une chute de la piraterie qui s'éloigne de nos côtes grâce aux mesures structurelles que le gouvernement a mises en place pour combattre ce phénomène. Merci beaucoup et s'il y a des questions, nous serons disposés à les répondre dans la suite de la conférence. Merci. Merci, commandant. Donc, je rappelle, c'était le commandant Franck Saizonou, commandant de la base navale de Cotonou. Donc, voilà, il a magnifiquement clos mon intervention. Ce que je tiens vraiment à préciser ou à finaliser, c'est que c'est une véritable aventure, le transport maritime, transporter des marchandises entre les ports. C'est une aventure avec beaucoup de risques, mais des acteurs compétents. Compétents parce que ce transport fait appel à des domaines d'intervention, des domaines de compétences et des capacités variées. Et durant toute la formation de nos marins, il y a vraiment ces notions diverses là qui leur sont apportées, qui font que les marins, une fois reconvertis à terre, sont d'excellents cadres, d'excellents conseillers dans les plus grandes entreprises et même dans les entreprises maritimes. Leur profil est très recherché parce qu'ils savent gérer les nombreux aléas qui surviennent lors du transport en mer. Donc, merci. Merci beaucoup, commandant Charles Bennett Fayomi. Merci également à tous ceux qui ont contribué à votre présentation. Je voudrais parler du docteur Jean-Manix Kodja et du commandant de la base navale de Cotonou, Franck Saizonou, pour ces éléments d'information sur, bien entendu, le transport maritime, aventure et aléas. Je retiens tout simplement qu'il y a beaucoup de compétences lorsque nous devons prendre la mer à prendre en compte et également beaucoup d'éléments sanitaires auxquels font face les gens de mer, comme l'hygiène, l'isolement, l'exposition au bruit, les maladies infectieuses et bien d'autres, beaucoup d'autres, j'en suis persuadée. Mais ce sont des personnes qui sont toujours à la tâche parce que les ports continuent de fonctionner, nous continuons d'alimenter nos communautés, nos pays, et donc ils sont heureux d'être à la tâche et d'être à leur poste à chaque fois que cela est nécessaire. En troisième communication, nous allons suivre tout à l'heure le chef du service de la sécurité de la protection de l'environnement du port autonome de Cotonou sur la contribution des gens de mer à la protection du milieu marin. Je le disais un peu plus tôt dans mon introduction, cette année, l'Organisation maritime internationale, l'OMI, a focalisé notre attention sur le fait que les gens de mer doivent pouvoir contribuer, sont des personnes essentielles à la contribution donc du milieu, de la protection du milieu marin. Et c'est avec Monsieur Richard Akanyediko que nous allons en savoir davantage sur cette thématique. Monsieur Akanyediko, vous êtes avec nous? Oui. Très bien. Vous avez donc la parole. Je vais vous indiquer dans le chat l'évolution de votre temps au fur et à mesure.
Merci. D'accord, merci madame. OK. Chers collègues, merci et bonsoir à chacun et à tous. Tout à l'heure, dans la définition du commandant Seriki, tout à l'heure, je ne me suis pas retrouvé en tant que Jean de Mer, mais toutefois, je voulais lui dire qu'au moins, nous arrivons quand même à naviguer sur 4 km en mer en prenant des pilotines du quai jusqu'à la rade, et que je ne me suis pas du tout retrouvé dans sa définition, et que c'est nous qui entretenons la maison. Quand le marin va en mer et revient, c'est nous qui entretenons la maison, c'est nous qui arrangeons même ce qu'on appelle sa cargaison quand il vient, qui contrôlons. Donc, quelque part, je voudrais qu'il améliore un peu sa définition sur le genre de mer. Alors, l'environnement dans ce milieu, qu'est-ce qu'on entend par environnement au niveau de la mer, transport maritime? Je voudrais toutefois nous rappeler que depuis le phénomène du changement, le phénomène du changement climatique, où c'est devenu un problème mondial dans le monde entier, vous savez très bien que les inondations sont devenues fréquentes, les pluies abondantes, et tout ce que nous notons aujourd'hui a amené au niveau des Nations Unies à convoquer pour la première fois en 1992 le sommet de la Terre à Rio de Janeiro, qui a amené maintenant aujourd'hui à pouvoir adopter un nouveau concept qui est le développement durable, c'est-à-dire qu'un développement qui n'est plus basé uniquement que sur l'économie, un développement qui doit tenir compte de l'environnement et du social. Alors, depuis ce temps, plusieurs entreprises, plusieurs groupements, comme l'Organisation maritime internationale, l'OMI, a proposé, par exemple, une convention pour gérer un peu la pollution au niveau de la mer. Et parmi ces différentes conventions, nous avons la convention MAPOL. Donc, tout à l'heure, je vais vous décrire un peu quelques annexes. Je n'irai pas trop dans les détails. Il y a d'autres aussi qui existent, qui gèrent aussi, initiés par cette organisation, l'OMI, et qui, pour réglementer un peu la pollution au niveau marin. Alors, en dehors de ça aussi, nous avons aussi des organisations comme les entreprises qui ont aussi, à leur niveau, initié, par exemple, les ISO, par exemple, c'est des outils du développement durable aujourd'hui. Quand dans une entreprise donnée, vous arrivez quand même à mettre en place un système de management environnemental basé sur une norme ISO, vous êtes en train de mettre en place le développement durable dans votre entreprise. Alors, sur ce, je reviens sur MAPOL. Alors, MAPOL, qui est une convention de l'OMI et qui, en son sein, nous présente 6 annexes. Au niveau des annexes, le premier, nous avons la prévention de la pollution par les hydrocarbures. Donc, à ce niveau, les directives ont été données par l'Organisation maritime internationale pour que tout ce qui concerne la pollution des hydrocarbures au niveau de la mer soit vraiment bien réglé, bien géré par les marins. En deuxième point, c'est la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac. Troisième point, prévention de la pollution par les substances nuisibles, transport en colis. Quatrième annexe, prévention de la pollution par les eaux usées des navires. Cinquième annexe, c'est la prévention de la pollution par les ordures des navires. Et sixième annexe, c'est la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires. Je crois que toutes ces annexes ne sont pas encore prises en compte au niveau du port autonome de Cotonou. Mais je vous signale ici que le point focal de cette convention, c'est DMF, c'est l'ancienne DMM, où se trouve le point focal qui gère cette convention. Mais ici, au niveau du port autonome de Cotonou, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'abord d'assurer la gestion des déchets, d'assurer la traçabilité des déchets provenant des navires que nous arrivons à faire.
et aussi en ce qui concerne par exemple les déchets liquides aussi, que nous arrivons aussi à recevoir des navires, que nous assurons aussi leur traçabilité en matière d'élimination. Alors, comme je viens de le dire au prime abord, que nous gardons la maison aussi pour les marins avant qu'ils ne viennent. Donc, je vais tout à l'heure présenter quelques slides, quelques diapos pour présenter un peu ce que nous faisons pour que l'interface marin-terre que nous entretenons, que nous gardons pour les marins soit bien protégée, pour qu'il n'y ait pas de pollution. Je vais vous présenter ça en quelques lignes, ces slides-là, que je vais partager tout à l'heure avec vous. Je voudrais vous... Je ne sais pas si mon diapo... Voilà. J'espère que vous voyez mon diapo. Oui, 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 très bien. OK, voilà. Donc, mon diapo va se présenter sur 7 points. C'est d'abord, après l'introduction, la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises, la présentation du port, la préservation de l'environnement, la plateforme portuaire de surveillance environnementale et les différentes certifications que nous avons reçues, et enfin par la conclusion. Et comme je le disais tout à l'heure, le port, depuis 2007, a déjà compris ce concept de 1992 des Nations Unies sur le développement durable, a créé le département de l'environnement. Ce département de l'environnement, le port est conscient de l'impact de ses activités sur le changement climatique, a créé un département de gestion de l'environnement en 2007 pour s'occuper de tout ce qui est préoccupation environnementale. Alors, sur ce, vous verrez que la carte que je vous présente, c'est nous allons maintenant peut-être dire aujourd'hui le vieux port. Parce que si je vous présente la carte suivante, vous verrez que c'est vraiment le nouveau port. Bon, voilà, je vais juste vous donner une idée de l'ancien port que l'on gérait et voir maintenant aujourd'hui comment deviendra notre port, de la transformation que notre port va subir. Vous voyez la transformation que subira notre port à travers ces différents projets que je vais vous énumérer tout à l'heure. Le nouveau port que vous aurez, voilà comment le nouveau port, comment il va se présenter. Et ce nouveau port, pour avoir cette forme, doit développer ces différents projets, c'est-à-dire il y a le projet Terminal 5, agrandissement du bassin portuaire et renouvellement des murs du quai nord, accès centralisé et parking Zongo, zone logistique. Deuxième port hydrocarbures à quai, aménagement de la zone de service nautique, export de pêche, plateforme logistique de Grande Couée, nouveau port de pêche à Placodi, centre des affaires maritimes, relogement des revendeuses du boulevard de la Marina, 11, hangar de Zongo, accueil des conducteurs, et en 12, au projet 12, réhabilitation et rénovation de la clôture du port autonome de Cotonou. Vous voyez, il y a 12 projets aujourd'hui pour changer l'ancien port en un nouveau port. Tout ceci ne pourra pas se faire sans quand même des effets sur l'homme, sur l'environnement, sur la mer, sur tout ce qui existe autour de ce port. Alors, pour pouvoir le faire, nous avons décidé de réfléchir de façon globale, pas de façon parcellaire, c'est-à-dire de façon globale, en mettant en place un système de management environnemental. Un système de management environnemental qui a été certifié, reconduit plusieurs fois et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir prendre en compte toutes nos préoccupations environnementales dans le domaine portuaire et maritime. Alors, à ce niveau, nous avons essayé quand même d'avoir la traçabilité des déchets du port et aussi des navires, les statistiques sur les déchets solides ménagers et enlevés auprès de nos navires, aussi auprès de nos concessionnaires. Au niveau du port autonome de Cotonou, pour mettre nos marins
Et quand ils seront au port de Cotonou, nous avons des blocs de toilettes que nous avons construits et qui sont là. Et pour aider aussi tout usager qui viennent au port, et nous faisons régulièrement l'analyse de la qualité de l'air et de l'eau de nos bassins pour que nos bassins ne soient pas trop pollués, pour pouvoir étudier les conditions d'exploitation un peu de nos eaux. Et nous faisons bientôt aussi, nous allons installer des capteurs pour analyser l'air, pour permettre à tous ceux qui viendront travailler au niveau du port de vivre, de travailler dans un milieu adéquat et un milieu qui ne sera pas un milieu qui ne va pas engendrer, par exemple, des conséquences sur leur santé. Et aussi, nous avons fait un effort en matière de d'éclairage au niveau du port autonome de Cotonou en changeant un peu notre système d'éclairage, en utilisant des ampoules qui consomment moins de l'énergie. Et aussi, nous avons en vue de pouvoir réduire aussi, de diversifier aussi notre consommation en électricité en voulant installer plus tard des éoliens au niveau du port de Cotonou. Alors, je continue aussi dans cette lancée pour vous dire que nous faisons aussi des études. Nous avons fait aussi des études complémentaires dans le cadre de nos différents projets pour voir au niveau de nos bassins, l'état des lieux de notre biodiversité marine. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que nous entendons par biodiversité marine? C'est-à-dire les espèces marines, les espèces, disons, faune et flore qui existent là aujourd'hui pour voir si nos activités n'ont pas un impact sur la vie de ces espèces qui vivent aujourd'hui au niveau de nos eaux. Alors, pour les contrôler, pour les surveiller et aussi pour voir si ces espèces ne sont pas aussi menacées. Si c'est parmi eux, par exemple, il y a des espèces en voie de disparition parmi ces espèces, voir dans quelle mesure nous allons prendre contact avec des structures pour nous aider à pouvoir les gérer et pouvoir les préserver pour que ces espèces ne disparaissent pas. Et nous avons aussi des problèmes de gestion des avaries aussi qui existent aussi sur lesquels nous réfléchissons tous les jours et sur lesquels nous essayons de pouvoir trouver des solutions. Et aussi, nous faisons aussi des reboisements. Nous avons des parcelles que nous reboisons, par exemple à Grégué, et nous avons 10 hectares à Grégué que nous avons reboisés, et nous avons aussi une autre parcelle vers Tori, là-bas, que nous avons essayé aussi de reboiser un tout petit peu aussi. Et aussi, dans le cadre de la préservation de l'environnement, nous avons mis en place une plateforme portuaire de surveillance environnementale. Alors ça, c'est ce qui fait aujourd'hui la fierté même du port autonome de Cotonou parce que ça n'existe nulle part dans les ports de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui parce que nous avons mis en place, disons, une plateforme qui permet de surveiller les espèces exotiques qui viennent dans nos eaux parce que ces espèces aussi peuvent venir et ravager et détruire les espèces locales qui existent. Donc, dans ce cas-là, nous avons mis en place cette plateforme. C'est un nouvel outil qui accompagne l'autorité portuaire dans la définition de sa politique de gestion des études d'impact environnemental, notamment dans l'enceinte du port. Le PPSE a pour objectif de protéger le Bénin et les Béninois des espèces nuisibles qui entrent dans nos eaux, dans le pays via le trafic maritime et y répandent les risques. Donc, c'est dans ce cadre-là maintenant que cette plateforme a été mise en place. Et cette plateforme, je vous signale que cette plateforme est pratiquement visitée par tous les autres ports ou d'autres structures qui connaissent bien l'importance de la préservation de la biodiversité marine. Alors, et aussi, nous avons introduit des exigences STT, en matière d'exigences RSE pour les fournisseurs aujourd'hui. Aujourd'hui, tout fournisseur qui doivent quand même prendre ou faire une prestation ou fournir des équipements au niveau du port autonome de Cotonou dans leur cahier de charge, nous exigeons quand même aujourd'hui des mesures que nous appelons des clauses de conformité environnementale qui sont insérées dans tous les cahiers de charges que nous envoyons maintenant à tous ces partenaires. Même pour exécuter un travail, nous essayons de voir avec ces différentes structures qui doivent opérer sur la plateforme portuaire aujourd'hui, s'ils ont mis en place un système de gestion de sécurité de leur personnel. Et
avant tout démarrage de toute activité au niveau du port autonome de Cotonou, des séances de cadrage et d'induction sont nécessaires avant le démarrage, juste pour présenter à tous nos usagers les conditions de travail, les conditions dans lesquelles ils doivent travailler pour pouvoir respecter tous nos différentes mesures de sécurité au niveau du port de Cotonou. Alors, les activités que nous menons au niveau du port de Cotonou ne sont jamais sans risque. Alors, pour ça, nous essayons quand même de nous préparer pour pouvoir gérer tous les risques auxquels nous allons faire face. Pour ça, nous avons élaboré plusieurs documents ou bien plusieurs méthodes de prévention de risques comme le PU, le plan d'intervention d'urgence. Nous sommes dotés par exemple des équipements de lutte anti-pollution. Nous avons aussi élaboré un plan de coactivité et nous faisons des exercices de simulation. Tout ceci, c'est juste pour prévenir en cas d'accident, par exemple, pour gérer les risques au niveau de la plateforme portuaire. C'est-à-dire qu'au port autonome de Cotonou, nous prévoyons tout aujourd'hui. Et pour prévoir tout ça là, des dispositions ont été prises pour que nous puissions quand même, en cas de danger, faire face à ces différents risques auxquels nous allons faire face dans l'avenir. Et au vu de tout ce que je vous ai présenté, nous avons fait au niveau du port autonome de Cotonou pour pouvoir s'assurer que la démarche que nous adoptons pour préserver l'environnement, la démarche que nous adoptons pour préserver la qualité des activités que nous menons au niveau du port autonome, la démarche que nous menons pour préserver la santé et la sécurité au niveau de l'environnement, nous les avons soumis à une tierce entreprise, à une tierce personne pour nous certifier. Donc, le port aujourd'hui est certifié ISO 14001, 9001, 45001. Et bientôt, nous sommes dans la phase de la triple certification. Nous sommes maintenant aujourd'hui dans la phase de la triple certification où les 3 certificats seront mis ensemble. Les 3 certificats seront mis ensemble. Voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au niveau du port autonome de Cotonou en matière de gestion de l'environnement et en matière de santé et sécurité au travail pour pouvoir, comme je l'ai dit dès l'entame, pour préserver la maison pour les marins au niveau du port autonome de Cotonou et aussi au niveau des navires qui viennent dans nos eaux et qui viennent accoster au niveau du quai du port de Cotonou. Merci infiniment, merci beaucoup, Monsieur Richard Akane, pour cette présentation avec le PowerPoint qui nous a permis d'avoir assez d'informations sur tout ce qui se fait au port de Cotonou pour la contribution du milieu, la préservation du milieu marin. Nous allons à présent commencer avec les questions-réponses. Nous avons suivi 3 communications. Pour rappel, tout simplement, la première avec M. Seriki, José Seriki sur les gens de mer, les détails sur leurs activités, comment cela se passe. La deuxième communication avec le commandant Charles Bennett Fayomi sur le transport maritime entre aventure et aléa et bien entendu la dernière, quelle contribution des gens de mer en général et ceux du PAC, du port autonome de Cotonou en particulier à la protection du milieu marin avec bien entendu Richard Akane et Diko. Nous avons quelques questions déjà dans le chat, nous allons y aller et si peut-être vous avez des clarifications, vous avez besoin d'autres clarifications, vous pouvez lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Sinon, le chat est ouvert, vous pouvez nous laisser vos préoccupations pour qu'on puisse y répondre. La phase de questions-réponses va durer réellement 10 minutes. Alors, nous allons donc faire très, très vite pour pouvoir libérer tous ceux qui ont pu se libérer pour suivre ce webinaire. Première question donc qui nous vient de Jérôme Aglevi. Il demande comment se passe le terrorisme maritime. Est-ce que
vous pouvez donner quelques éclairages, c'est-à-dire bon, un bref aperçu de comment cela se passe quand on parle de terrorisme maritime. Il s'agit de quoi et de quoi. Je voudrais laisser la parole au commandant Charles Bennett Fayomi qui peut-être au besoin va se faire aider par le commandant Saïzono. Je pense que là, c'est tout à fait le domaine de compétence du commandant de la base navale. Je vais plutôt le laisser. Alors, je vais donner la parole au commandant Saïzono alors. Ok. Commandant Saïzono, en quelques minutes, vraiment 2 minutes. Oui, je donne un exemple tout simplement, hein. C'est-à-dire que le terrorisme maritime, on peut donner un exemple où il y a des gens qui viennent enlever des membres d'équipage ou des gens de mer et après le revendiquent pour des raisons politiques, comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas pour des rançons, ils enlèvent pas les membres d'équipage pour demander de la rançon après, mais pour des motifs politiques ou pour des motifs religieux, des motifs de propagande, etc. Donc, ce n'est pas pour des biens, c'est pas pour s'enrichir, mais c'est pour, au contraire, euh, faire, faire montrer leur cause ou défendre une cause politique ou religieuse. Ça se passe, il y a dans certains pays, dans certaines régions du monde où il y a des enlèvements par des groupes terroristes. Donc, ce qui se passe en fait, c'est ce qui se passe un peu sur Terre, qui se passe qu'on translate en mer. Donc, il peut y avoir des enlèvements ou des... Bon, si on veut aller vraiment un peu plus loin, on va dire, on va miner un navire, on peut poser des mines en mer sur un navire juste pour créer la psychose et revendiquer des causes. Ok, très bien. Merci pour ce descriptif. Je pense que Jérôme Aglevi a eu réponse à sa préoccupation. Nous avons également la préoccupation de Carlos Olivain qui voudrait savoir si la PPSE peut être visitée par les personnes qui ne travaillent pas au sein du port ou d'autres ports. Par exemple, les journalistes du secteur maritime ou des spécialistes de l'environnement marin. Je pense que c'est M. Akani, Richard Akani qui en a parlé. Oui. Très brièvement, oui. Oui, la PPSE peut être visitée par n'importe qui, hein. Tout usager qui souhaiterait visiter notre PPSE est la bienvenue, juste pour pouvoir faire parler, montrer à la face du monde ce que le port est en train de faire, d'innover dans ce domaine en matière de surveillance de notre plateforme et environnementale. Très bien. Seulement qu'il y a sûrement une procédure à suivre pour pouvoir faire cette visite-là. Et on ne vient pas seulement demander à visiter la PPSE, je suppose. Oui, l'essentiel, c'est de saisir comme d'habitude. Donc, on peut pas se lever et aller dans une structure. L'essentiel, c'est de nous saisir, de saisir les autorités, ceux qui ont la charge de la protection, de la gestion de cette structure, et pour qu'on puisse les accompagner pour la visite à l'intérieur. Peut-être que la PPSE a besoin encore des moyens. Si tout visiteur qui pourrait quand même nous aider à ce que cette plateforme soit développée, est la bienvenue. Donc, nous voulons encore beaucoup d'aide pour améliorer cette plateforme et la rendre beaucoup plus autonome parce qu'on a besoin de développer cette plateforme. Très bien. Merci, Richard. Alors, une autre préoccupation du DG Basini, groupe SAL, qui voudrait savoir comment se négocient les espaces dans les navires commerciaux. Il parle de la location des espaces dans le navire. Alors, je ne sais pas si M. Seriki voudrait, ou bien encore l'un des intervenants qui s'y retrouve voudrait lui donner réponse. C'est très particulier, cette question. Chef. Monsieur Seriki? Vous me recevez? Oui, on vous reçoit maintenant. Ah, désolé. Donc,
J'allais dire que la négociation ne se passe pas à bord du navire. Ce n'est pas avec le commandant du navire qu'il faut négocier. C'est avec un agent maritime et il y en a un qui a déjà levé la main. Je préfère le laisser expliquer de façon très simple comment ça se passe. Ok, très bien. Donc, j'ai vu monsieur, c'est vrai que le nom est parti, mais il peut prendre la parole. Oui, monsieur Nouchi, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Très, très rapidement, et en 1 minute réellement. Bon, comme l'a dit le commandant Siriki, la répartition de l'espace sur les bateaux se fait par les agences maritimes. Et avant de définir cet espace, c'est en fonction des ports. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, quand on prend le bateau, il est compartitionné. Les conteneurs qui doivent aller à Cotonou sont dans une allée, ceux qui doivent aller à Lomé sont dans une seconde allée et ceux qui doivent aller au Nigeria ou au Ghana sont aussi dans une allée. Donc, celui qui fait cette programmation-là, on l'appelle le planeur, le ship planner. Donc, c'est lui qui est censé maîtriser toute l'architecture du bateau et quand même capable de dire que oui, tel conteneur est pour Cotonou, tel conteneur est pour Abidjan. On va pas mettre les conteneurs de Abidjan au niveau des conteneurs de Cotonou. Ça crée d'autres frais au port de déchargement. Donc, voilà un peu en bref comment ça se passe. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Nouché, pour cette réponse. Nous allons encore nous pencher sur 2 préoccupations pour pouvoir boucler. Je sais qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. De manière concrète, qu'est-ce que le PAC met en place pour les accidents de déversement d'hydrocarbures qui pourraient survenir dans les bassins? Donc, ce que le PAC fait avec assurance pour l'instant, c'est la prévention, parce que ça, au moins, on est sûr de maîtriser la prévention. Et les marins eux-mêmes sont bien conscients des enjeux de préservation du milieu marin. Et il y a tout un mécanisme qui est mis en place à bord des navires même pour faire respecter les réglementations internationales, dont le Marine and Air Pollution, qu'on appelle MAPOL. Donc, c'est d'abord la prévention parce que quand le déversement a lieu, on n'est pas très sûr de maîtriser. De pouvoir maîtriser. Très bien. Merci beaucoup, M. Seriki, pour avoir répondu, pour avoir donné ce complément donc, de réponse à la préoccupation. J'ai vu la main aussi de M. Basini, mais je voudrais lui demander s'il a d'autres préoccupations liées peut-être à sa question. Principalement, s'il peut nous envoyer un mail via le mail, un service communication, je pense qu'il lui a envoyé le lien de connexion, ce serait parfait. Nous allons essayer de lui apporter réponse. Un petit instant. Alors, le mail, c'est bien communication, service communication. Je vais peut-être partager avec vous le mail tout simplement dans le chat pour faire simple, pour que vous puissiez le noter et nous envoyer si besoin est des préoccupations, mais si vous voulez traiter avec n'importe quel service du port autonome de Cotonou, vous serez aidés en ce sens. Merci beaucoup à tous. Je voudrais à présent remercier tous ceux qui ont pu rester depuis le début de cette conférence, de ce webinaire. Nous sommes à 66 personnes jusqu'à la fin. Merci infiniment. Merci à tous nos communicateurs qui nous ont donné les informations sur ces différentes thématiques. Je suis sûre que ça vous a beaucoup intéressé. C'est pour ça qu'il y a autant de préoccupations, autant de réactions dans le chat. Merci infiniment. On ne pourra pas forcément répondre à tous. Néanmoins, nous sommes disponibles pour d'autres échanges si besoin est. Si le directeur commercial est toujours en ligne avec nous et qu'il a suivi tout simplement tout le webinaire. Très bien. Juste un mot avant qu'on ne dise au revoir à nos participants. Non, très grand merci. C'était extrêmement intéressant et c'est un peu dommage qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions sur le chat parce qu'il y a quelques questions très pertinentes aussi. Donc, je suis absolument en faveur qu'on collecte les questions et
on donne la réponse et le retour à tout le monde par email alors. Parce que finalement, c'est ça aussi, c'est rapprocher nos services avec les questions que vous tous pouvez avoir. Donc, on va tout faire pour assurer que les questions soient répondues et que les réponses soient partagées avec tout le monde. Mais un très grand merci à tous les intervenants. C'était vraiment une autre qualité de contribution. Mais surtout aussi, merci beaucoup à tous les participants de la séance parce que, comme on a vu accroître le nombre de participants au cours de la séance, donc on n'a pas perdu trop, donc ça veut dire pour moi c'était assez intéressant pour rester chez nous. Désolé qu'on a passé un peu le temps de cette séance, mais ça montre une fois de plus que les sujets étaient intéressants. Donc merci beaucoup à l'équipe communication pour cette organisation et merci à tous les intervenants et tous les participants. Merci beaucoup. Merci infiniment DCM. Sur ces mots, je voudrais vous souhaiter une bonne suite de journée et une très bonne semaine tout simplement. Merci.